Et on va voir ce que ça donne si j'appuie sur Play. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bienvenue! Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous souhaitez apprendre Blender. Mais pourquoi faire exactement? Modéliser des objets en 3D, faire de l'animation 2D, faire du sculpting, générer des images de synthèse photoréalistes, animer un personnage, produire des effets spéciaux. Blender est en effet capable de réaliser toutes ces choses, mais comme vous vous en doutez, cela demande des dizaines et des dizaines d'heures d'apprentissage et de pratique. Mais il faut bien commencer quelque part, et c'est justement le but de cette vidéo. Vous apprendre les bases de Blender, afin que vous puissiez juste après vous tourner vers les notions plus avancées qui vous intéressent. Et vous allez vite vous en rendre compte, Blender n'est pas si compliqué à apprendre. Allez, on lance Blender et on commence tout de suite le tuto. Alors au démarrage de Blender, nous arrivons sur cet écran d'accueil, nous allons cliquer sur Général et normalement vous devriez obtenir cet espace de travail. Comme ceci, très bien. Alors faisons un petit tour d'horizon de l'interface de Blender. En haut à gauche, nous avons un petit menu. Juste sur la droite, nous avons pas mal d'espaces de travail qui sont déjà préconfigurés en fonction de ce que l'on souhaite faire. Si on veut faire de la modélisation 3D, ça sera dans l'espace Layout. Et ensuite, on a un espace Sculpting, un espace Shading pour l'application des matériaux, des textures. On a également un espace de rendu d'animation. Ce sont les espaces que nous allons choisir lorsque nous voudrons réaliser ces différentes tâches. Sur la droite, ici en haut, nous avons tous les objets qui composent notre scène. Par exemple, le cube, la caméra et la lampe. Vous voyez que nous les retrouvons hiérarchisés dans ce qu'on appelle la Scene Collection. C'est ici que viendront s'ajouter tous les objets de notre scène. Juste en bas, nous retrouvons le panneau des propriétés et ce panneau va changer en fonction des objets qui seront sélectionnés. Le cube, par exemple, aura certaines propriétés. La lumière, elle, aura d'autres réglages qui permettront d'ajuster son intensité. Et la caméra également aura ses propres propriétés, l'angle de vue, la distance focale, etc. Et enfin, nous avons le viewport, l'espace dans lequel nous allons pouvoir modéliser nos objets et agencer notre scène. Voyons à présent comment naviguer dans notre vue 3D. Pour cela, nous allons utiliser la molette de notre souris. En faisant un scroll vers l'avant ou vers l'arrière, je vais zoomer et dézoomer. En appuyant sur le bouton central, je vais orbiter autour de mon objet. Et en maintenant enfoncé la touche Shift ou la touche majuscule, je vais pouvoir déplacer ma caméra en faisant des mouvements de translation. Ensuite, en haut à droite, j'ai un petit cercle ici qui me permet, là encore, d'utiliser l'orbite de la caméra. Et si je clique sur X, Y ou Z, je vais tout simplement basculer sur les différentes vues, vue de face, vue de côté et vue du dessus. Donc voilà, c'est principalement ce qu'il y a à savoir pour naviguer dans l'espace 3D et c'est sensiblement similaire à d'autres logiciels que vous connaissez peut-être déjà. Intéressons-nous maintenant à la transformation des objets. Pour cela, je vais sélectionner le cube et il y a principalement 3 transformations que nous pouvons appliquer à un objet. On peut le déplacer, on peut faire des rotations et on peut changer son échelle. Et pour cela, on va utiliser 3 raccourcis clavier. La touche G comme grab qui permet de bouger notre objet. Lorsque je souhaite valider, j'appuie sur le bouton gauche. Ensuite, j'appuie sur CTRL Z pour qu'il revienne au centre. Ensuite, nous avons la touche R qui nous permet de faire des rotations. Et pour finir, nous avons la touche S comme Scale qui nous permet de faire une mise à l'échelle. Donc là encore, si je souhaite valider, j'appuie sur la touche gauche ou si je souhaite annuler l'opération, j'appuie sur la touche Échappe. Si je viens cliquer sur la petite flèche ici, ou si j'appuie sur la touche N, le raccourci, j'ai un menu qui s'ouvre et qui me permet de retrouver la location,
la rotation et le scale de mon objet. Donc si j'appuie sur la touche G et que je commence à bouger mon objet, j'ai bien une modification de ses propriétés de location. Idem, si j'appuie sur la touche R, là c'est la rotation qui va être modifiée. Et si j'appuie sur S, c'est le scale qui va varier. Je peux également venir modifier directement ses propriétés en y indiquant une valeur. Par exemple, si je mets 5 sur X, mon cube s'est déplacé sur l'axe des X de 5 mètres. Alors, autre chose qu'il y a à savoir sur la modification des objets, c'est que l'on peut contraindre les opérations sur les 3 axes. Si par exemple, je souhaite déplacer mon objet, je vais appuyer sur la touche G, et si je souhaite contraindre le déplacement sur l'axe X, je vais appuyer sur X. Et maintenant, je déplace mon objet uniquement sur l'axe X. Idem, si j'appuie sur la touche Y, la contrainte se fera sur l'axe Y, et si j'appuie sur la touche Z, la contrainte se fera sur l'axe Z. Et ceci est valable également pour le scale et pour la rotation. Si je souhaite par exemple faire une rotation uniquement autour de l'axe Y, j'appuie sur R. Donc là, vous voyez que je n'ai aucune contrainte. Si j'appuie sur Y, mon cube fera une rotation uniquement autour de l'axe Y. Pour le scale, c'est pareil. J'appuie sur S. Maintenant, je vais appuyer sur X. La mise à l'échelle se fait uniquement sur l'axe X. Maintenant, si je souhaite contraindre un déplacement sur l'axe X et Y, je vais appuyer sur G et je vais appuyer sur Shift Z, c'est-à-dire que je déplace mon objet sur tous les axes sauf l'axe Z. Et là, vous voyez que si je déplace mon cube, c'est uniquement, donc vous le voyez ici, c'est uniquement le X et le Y qui varient. L'axe Z, lui, reste figé. Idem, si j'appuie sur Shift Y, je vais déplacer mon objet uniquement sur les axes X et Z. L'axe Y, lui, reste verrouillé. Alors enfin, dernière chose à savoir concernant les transformations d'objets. Si je me mets sur une vue spécifique, la vue Z par exemple, donc la vue de dessus, et que je bouge mon objet, eh bien vous voyez que automatiquement, Blender va me verrouiller l'axe Z. Ce qui est plutôt logique, comme je suis en vue de dessus, il m'est difficile en fait, dans cette vue, de modifier mon objet de haut en bas. C'est uniquement l'axe X et Y qui seront affectés. Dans le cas de la rotation, c'est pareil, je vais uniquement modifier sa rotation autour de l'axe dans lequel je me situe. Donc l'axe Z, vous voyez que l'axe X et Y ne sont pas affectés. Et maintenant, si je passe au scale, là, ce sont tous les axes qui seront affectés puisque la mise à l'échelle se fait de manière proportionnelle. Donc là, si je valide avec le clic gauche et que je reviens en perspective, mon objet a gardé toutes ses proportions. Donc voilà, ce sont quelques subtilités qu'il y a à savoir lorsque l'on manipule les objets en étant dans une vue spécifique, mais vous verrez qu'avec la pratique, ça devient très rapidement intuitif. Voyons maintenant les deux modes principaux de Blender, le mode objet et le mode édition. Jusque-là, nous étions dans ce qu'on appelle l'Object Mode, le mode objet, qui nous permet de sélectionner des objets et d'y apporter des transformations, une rotation, un scale ou un déplacement. Si je sélectionne un objet et que je le passe maintenant en mode édition, le raccourci c'est la touche tabulation. En appuyant sur la touche tabulation, je bascule entre le mode Object et le mode Edit, l'Edit Mode, le mode édition. Donc si je me mets en mode édition, j'ai accès maintenant à la géométrie de l'objet. Je peux sélectionner ces différents sommets, ce qu'on appelle des vertices dans Blender. Je peux également, si je sélectionne cette option, venir sélectionner les arêtes. Et enfin, je peux sélectionner, en cliquant ici, les différentes faces de mon objet. Et maintenant que j'ai une face de sélectionner, je peux lui appliquer une transformation. En appuyant sur la touche G, je viens déplacer ma face. En appuyant sur la touche S, je viens scaler ma face, modifier son échelle. Et en appuyant sur la touche R, je viens faire une rotation à ma face. Et également, si j'appuie sur la touche G et que je viens verrouiller sur l'axe X en appuyant sur X, le déplacement est contraint sur l'axe X.
Si j'appuie sur la touche Z, le déplacement est contraint sur l'axe Z. Idem pour les rotations si j'appuie sur R. X, la rotation est contrainte sur l'axe X. C'est exactement le même principe que si j'étais dans le mode objet. Et cela fonctionne également pour les vertices. Donc si je sélectionne ce sommet, que j'appuie sur G, je viens déplacer ce sommet. Si je veux en sélectionner plusieurs, je vais appuyer sur la touche majuscule, je laisse enfoncer, et je viens sélectionner un autre point. Donc là, j'ai deux vertices qui sont sélectionnés, et je peux les déplacer en même temps. Et ça fonctionne exactement pareil pour les arêtes. Voyons à présent comment rajouter des objets dans notre scène. Alors si je suis en mode Edit, je vais appuyer sur Tabulation afin de revenir dans l'Object Mode. Et maintenant, je vais appuyer sur majuscule A ou Shift A. Là, j'ai un menu qui apparaît et qui me permet de rajouter différents objets. Alors, on va commencer par les mèches. Ce sont tout simplement des objets 3D que l'on appelle des primitives et qui vont servir de base à des modélisations un peu plus complexes. On a le plane qui apparaît au centre. Je vais appuyer sur GX pour le déplacer. Donc, c'est tout simplement une surface. Shift A, je vais maintenant sélectionner le cube. Donc là, c'est exactement ce qu'on avait à l'ouverture de Blender, un cube. J'appuie sur Shift A, Mesh, je viens sélectionner le cercle, G pour le déplacer. Donc là, c'est un cercle qui n'est pas rempli, donc qui ne possède pas de surface. Shift A, Mesh, je viens cliquer sur UV Sphère, je le déplace ici. Et là, c'est une sphère avec plusieurs faces. Et ces faces, on peut les augmenter lors de la création de notre objet afin d'augmenter la définition de la sphère. Alors, je vais supprimer tout ça pour illustrer cela un peu mieux. Shift A, Mesh, je viens sélectionner UV Sphère. Et là, j'ai un petit menu en bas à gauche, Add UV Sphere. Si je clique sur la petite flèche, j'ai accès à différents paramètres. Et en augmentant le nombre de segments, le nombre de rings, vous voyez que ma sphère devient de plus en plus lisse. Mais attention, cela augmente également le nombre de polygones, ce qui a pour conséquence d'augmenter la taille de votre scène et donc de votre fichier. Donc faites attention lorsque vous modifiez ce genre de paramètres. Vous verrez par la suite qu'il y a d'autres méthodes pour lisser un objet sans forcément agir sur sa géométrie. Et ça permet d'économiser de la ressource mémoire. D'ailleurs, je peux vous montrer un exemple tout de suite. Je reprends toujours mon UV Sphere. Je vais lui appliquer un nombre de segments de 24 et un nombre de rings de 10. Entrée. Donc là, on voit que j'ai une sphère low poly. Si je fais un clic droit et que je fais Shade Smooth, là, j'ai déjà quelque chose d'un peu plus lissé. Donc vous voyez que si je zoome, j'ai toujours des segments autour de ma sphère. Et si je passe en mode objet, j'ai toujours les différentes faces telles que je les avais définies lors de la création de ma sphère. Mais en termes de visuel, tout simplement, Blender fait en sorte que l'objet soit un peu plus lisse. Et si je veux revenir à quelque chose de plus brut, un peu plus en accord avec la réalité de l'objet, je fais un Shade Flat. Et là, mes faces réapparaissent normalement. Donc voilà pour ce qui est des mèches. Si je fais Shift A, j'ai la possibilité également de rajouter des lumières. Donc on verra ça dans quelques secondes. J'ai également la possibilité de rajouter des caméras. Et j'ai la possibilité de rajouter pas mal d'autres choses, des images, des empties. Les empties, ce sont des objets virtuels qui n'apparaîtront pas au rendu, mais qui nous permettront d'avoir un peu plus de contrôle dans notre scène. On peut également rajouter des champs de force, des curves, pas mal de choses qui nous permettront de réaliser des scènes très complexes et très intéressantes dans Blender. Alors avant de passer à la suite, comme je n'ai plus d'objets dans ma scène, on va créer rapidement une petite scène. Pour cela, je fais un Shift A, je viens dans Mesh, je vais sélectionner un cube, je fais un GX pour le déplacer sur la gauche, Shift A, Mesh, je viens sélectionner une UV Sphere que je vais déplacer toujours sur l'axe des X, mais cette fois-ci sur la droite, Shift A, Mesh, et je vais rajouter, pourquoi pas, un cylindre. Voilà,
Et enfin, je fais un Shift A, Mesh, je viens rajouter un Plane. Je fais un S pour modifier la mise à l'échelle et l'agrandir. Et je fais un G, Z pour déplacer mon cylindre en dessous de mes objets. Voilà, très bien. Je peux faire un petit GZ, voilà, pour le mettre un petit peu plus haut. Voilà, comme ceci, très bien. Passons maintenant au moteur de rendu. Un moteur de rendu, c'est quoi? Bien, c'est tout simplement quelque chose qui va permettre à notre scène 3D de se transformer en image de synthèse. Et pour cela, le moteur va calculer tout ce qui est ombre, lumière, réflexion, couleur. Et Blender propose deux moteurs de rendu qui sont très puissants, le moteur Eevee et le moteur Cycles. Alors pour avoir accès à ces moteurs de rendu, nous allons nous rendre dans le Render Properties en cliquant sur cette icône. Et là, nous avons le Render Engine qui par défaut est configuré sur Eevee. En déroulant le menu, nous avons accès à Eevee, Cycles et Workbench. Alors le Workbench, ce n'est pas vraiment un moteur de rendu, c'est tout simplement l'affichage que nous avons lorsque nous travaillons dans notre scène 3D. Et vous voyez que ça ne génère pas d'ombre, de lumière, etc. Donc, par défaut, on est sur Eevee. Et pour activer la vue de rendu, nous allons sélectionner cette icône. Sur la troisième ligne, on voit bien que c'est écrit Display Render Preview. On va avoir une prévisualisation de notre rendu. Je clique dessus. Et au bout de quelques secondes de calcul, j'ai mes ombres qui apparaissent et qui sont générées par cette petite lumière qui est ici. Alors on va s'amuser à déplacer notre lampe et on voit bien que ça affecte le rendu. Alors, je vais le contraindre sur l'axe X et Y en appuyant sur Shift Z. Voilà. Et là, je peux le déplacer autour de mon sol. Et on voit que le rendu fonctionne bien. J'appuie sur Échappe pour le laisser à sa position initiale. Et on va maintenant changer le moteur de rendu en Cycles. Donc je clique sur Cycles. Et là, on voit qu'on a des ombres qui sont de meilleure qualité. On a un éclairage qui est un peu plus réaliste. Cycles, effectivement, va nous permettre d'avoir des images photoréalistes qui pourront servir pour les rendus architecturaux, par exemple. Tandis que Eevee, lui, de son côté, va plus servir pour ce qui est de l'animation ou des jeux vidéo. Mais après, du coup, on pourrait se demander, même si c'est pour faire de l'animation ou des jeux vidéo, pourquoi ne pas utiliser Cycles tout le temps, vu que c'est un moteur de rendu qui fournit des images de bien meilleure qualité. Eh bien, il faut savoir en fait que la principale différence entre Eevee et Cycles, c'est que Eevee est un moteur de rendu en temps réel, alors que Cycles est un moteur de rendu en ray tracing. Un moteur de rendu en temps réel, comme son nom l'indique, il va générer une image quasi instantanément en temps réel. Donc si on a une animation qui fait 30 images par seconde, vous comprenez que si on a 10-15 minutes d'animation, ce sont des dizaines et des dizaines d'images qu'il faudra générer et Eevee le fera très rapidement. Cycles, en revanche, il va faire ce qu'on appelle des calculs de rebond. Grosso modo, il va vraiment simuler au plus près les particules de lumière, les photons, et en fonction des différents rebonds, il va réajuster l'éclairage, l'ombrage, les couleurs, les réflexions, ce qui nous permet d'avoir effectivement une image beaucoup plus réaliste, mais avec beaucoup plus de calculs qui vont donc demander beaucoup plus de temps. Du coup, pour générer une seule image, on va effectivement privilégier Cycles, mais si on a plusieurs dizaines d'images à générer, ce qui est le cas pour de l'animation, et bien là, on va privilégier Eevee. Cela dit, il faut savoir que Eevee permet quand même de réaliser des images de très bonne qualité, voire même photoréalistes parfois, mais pour cela, il faudra utiliser des techniques un peu plus poussées. Alors pour finir, là nous sommes dans ce qu'on appelle la prévisualisation du rendu, puisque nous sommes toujours dans notre viewport. Comment faire pour lancer notre rendu? Eh bien, on va appuyer sur la touche F12. Donc là, je suis en Cycles. Je vais commencer le test avec Eevee. Je me mets en Eevee et j'appuie sur F12. J'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et là, j'ai mon rendu. Je vais fermer cette fenêtre. Je vais sélectionner
Cycles, j'appuie sur F12, et là, j'ai mon rendu, comme vous le voyez, qui prend un peu plus de temps, puisque à chaque fois, il fait des calculs pour obtenir une meilleure définition de la lumière, des ombres et de tout ce qui compose notre scène. Donc là, j'ai déjà attendu 1 minute et il reste encore 50 secondes. Donc les calculs se poursuivent et on peut voir que c'est relativement long. Alors rassurez-vous, si j'ai un temps de calcul très long pour une scène aussi simple, c'est parce que je n'ai pas modifié les paramètres de Cycles. Ce genre de rendu, en vrai, on peut l'avoir en 2 secondes. Si par exemple dans Device, je viens utiliser ma carte graphique plutôt que mon CPU, et si j'applique ce qu'on appelle des opérations de denoise, mais tout ça, on aura l'occasion de le détailler dans une vidéo spécifique au rendu. Alors, petite question tout de même, comment ça se fait que si, alors je me remets en Eevee, comment ça se fait que si je lance un rendu, je ne vois qu'une partie de ma scène? Eh bien tout simplement parce que le rendu se fera à partir de ce que voit notre caméra. Et là, la caméra que nous avons dans notre scène, elle se situe ici. Et si j'essaye de me placer derrière la caméra, on voit effectivement que ces deux objets. Alors il existe un moyen beaucoup plus simple, évidemment, d'avoir accès à ce que voit la caméra, c'est en cliquant sur cette petite icône, l'icône de la caméra, ou en appuyant sur la touche 0 du pavé numérique. Là, j'ai le cadre que je vois si je lance un rendu. Et pour modifier ce cadre, eh bien, soit je repasse dans ma scène et je viens modifier manuellement la position de ma caméra. Donc là, par exemple, je la recule un petit peu. Et si je repasse en vue caméra, voilà, je vois cette partie de la scène. Je peux également appliquer des rotations à ma caméra ou la déplacer, voilà, tant bien que mal. Donc là, voilà, j'ai quelque chose au rendu qui sera plus ou moins bien cadré. Ou alors, j'ai la possibilité de me rendre dans View. Et là, je peux cocher Lock Camera to View. C'est-à-dire que si je suis en vue caméra et que je me déplace dans ma scène, c'est comme si que j'entraîne ma caméra avec ma vue. Donc on va se placer totalement à l'opposé, comme ceci. J'appuie sur R pour faire une rotation de ma caméra. Voilà. Je décoche Lock Camera to View. Maintenant, lorsque j'orbite, je quitte bien ma caméra. Et ma caméra a été déplacée avec les mouvements que je faisais directement dans le viewport. Donc maintenant, si j'appuie sur F12 pour relancer un rendu, j'ai bien toute ma scène qui est visible. Passons maintenant à l'éclairage. Alors, je vais rester avec le moteur de rendu Cycles, comme ça on aura une meilleure définition de la lumière et des ombres. Et là, ma scène est principalement éclairée avec cette lumière. Si je la sélectionne et que je me rends dans ses propriétés, j'ai une icône ici qui représente une ampoule. Et là, je vais avoir accès à différents paramètres de la lumière. Je peux par exemple modifier sa puissance. Là, je suis à 1000 watts. Si je mets 5000, j'aurai une plus grande intensité. Je peux également modifier son rayon, ce qui va affecter la dureté des ombres principalement. Et enfin, je peux modifier la couleur de l'éclairage en venant modifier ce paramètre. Alors comment faire pour rajouter d'autres lumières? Eh bien exactement comme on rajouterait n'importe quel autre objet en faisant un Shift A et en venant sélectionner Light et la lumière qui nous intéresse. Donc là, on a vu l'exemple avec ce qu'on appelle un point. Je vais à présent rajouter un spot. Donc le spot, il est ici. Je fais un GZ pour le mettre en haut. Ce point-là, je vais le supprimer. Comme ça, on aura un éclairage qui viendra uniquement de notre spot. Donc là, il n'éclaire pas grand-chose. On va modifier ses propriétés. Alors, il est sur 10 watts. On va mettre ça à 1000. Entrée. Et là, on a bien notre spot qui éclaire ce qui se trouve dans son cône. Également, j'ai la possibilité de modifier son rayon
pouvoir atténuer ou durcir les ombres. J'ai la possibilité de modifier également la taille du spot et également la couleur comme précédemment. Et rien ne m'empêche de rajouter plusieurs points de lumière dans ma scène. Je vais le mettre en rouge, on va augmenter un petit peu son intensité. Et là, on commence à voir quelque chose d'assez original. Alors, en plus des paramètres qui sont liés à la couleur, à l'intensité, etc., on peut également changer la nature de notre lumière si elle est déjà placée. Plutôt que de la supprimer et d'en recréer une autre, on peut définir ici le type de lumière que l'on souhaite. Donc là, je suis sur le point. Je peux le transformer en spot ou en area. L'area, c'est quoi? C'est tout simplement un panneau, donc une surface. Je vais le scaler un peu. Voilà, je vais supprimer le spot éventuellement. Et l'area, voilà, on peut le considérer comme un pavé LED, par exemple. Il va venir diffuser la lumière d'une surface rectangulaire. Et enfin, il reste le dernier type de lumière, c'est le type Sun, Light, Sun. Voilà, qui est représenté par cet objet. Et le Sun, peu importe où on le place, ce qui va vraiment être important, c'est la direction de son rayon. Donc là, par exemple, je le mets ici, j'ai le rayon qui passe par cette droite, enfin qui est représenté par cette droite. Si je fais un GZ et que je l'amène sous ma surface, vous voyez que ma surface, elle est toujours éclairée, exactement comme si elle était au-dessus ou sur les côtés. Ça ne change absolument rien, tout simplement parce que le Sun, il va représenter une infinité de rayons de soleil. Donc là, le Sun, il est positionné à cet endroit-là, visuellement, mais c'est comme si que j'en avais une infinité dans ma scène. Alors une infinité, oui, mais pas une infinité en tout point, on va dire une infinité sur le plan le plus haut. Voilà, on va simplifier comme ça, même si ce n'est pas exactement la bonne formulation. Ça veut dire que, imaginons que je souhaite rajouter un toit. Donc, je vais rajouter un mesh plane GZ, je vais le scaler. Donc là, vous voyez que j'ai bien une ombre qui se forme sur les objets en dessous. Ça veut dire que je n'ai pas de soleil qui se situe à cet endroit-là. Mon soleil, il est bien au-dessus, donc sur le point le plus haut, mais sur l'infinité de la surface du plan. Donc là encore, voilà, je prends le temps de l'expliquer, mais je pense que c'est assez intuitif. Et le Sun, je peux, là encore, modifier son intensité. Si je le mets à 3000, on aura beaucoup de soleil. On peut modifier la couleur de l'éclairage également. Un soleil qui est magenta comme ça, ce n'est pas très courant. Mais dans Blender, c'est tout à fait possible. Donc voilà pour ce qui est de l'éclairage. Abordons à présent la partie sur les matériaux. Pour cela, je vais cliquer sur mon Sun magenta, je vais le supprimer. Et je vais rajouter un autre Sun avec les paramètres d'origine. Je fais un GZ, juste pour l'avoir en visuel, je vais définir les rayons dans ce sens-là. Très bien. Et maintenant, je vais sélectionner mon cube et je vais me rendre dans l'interface Shading. Donc là, on se rend compte que notre interface change, nos différents panneaux se réorganisent et notre vue 3D également. Alors, on va juste recliquer ici pour avoir à nouveau la prévisualisation de notre rendu. Je vérifie que nous sommes bien toujours en Cycles. Très bien. Donc maintenant, je sélectionne mon cube, si ce n'est pas déjà fait, et je vais cliquer sur New. J'ai quelque chose qui apparaît ici. Eh bien, c'est le matériau qui vient d'être créé et appliqué à mon cube. Il a un nom, il s'appelle Material 001. Je peux le renommer en cube. Et c'est dans ce panneau que je vais pouvoir venir modifier l'aspect du matériau. J'ai la possibilité de modifier sa couleur de base. On va partir sur du vert. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Je vais me mettre dans cette orientation. J'ai la possibilité également de modifier par exemple sa rugosité.
Là, j'ai un matériau qui n'est pas du tout rugueux. On peut voir en fait qu'il reflète ce qu'il y a autour de lui. Si j'augmente sa rugosité, là, on n'a quasiment plus aucune réflexion des objets qui sont autour. Je peux également modifier le spécular. Ça va être en fait les reflets de la lumière. Spécular, il reflète beaucoup la lumière et si j'enlève le spécular, on a quelque chose d'un peu plus mat. Je vais augmenter un petit peu le spécular. On peut également donner un effet métallique. Et enfin, si je vais dans émission pour vous donner un dernier exemple, ça c'est tout simplement la capacité qu'aura l'objet à émettre de la lumière. Donc là, si je dézoome un peu, on peut voir en fait que mon cube, il s'éclaire. Donc là encore, je ne vais pas rentrer dans des détails très poussés, on aura l'occasion de voir dans d'autres vidéos comment appliquer des textures ou des matériaux plus réalistes à nos objets, mais ça passera essentiellement par les quelques petites manipulations que nous venons tout juste de voir. Alors je vous propose du coup de s'amuser un petit peu à changer les matériaux des autres objets. On va commencer par le cylindre, je clique sur New, on va lui mettre une petite couleur bleue et on va diminuer sa rugosité, augmenter un petit peu son métallique et son spécular également qui est ici. Voilà, donc là on a quelque chose de bien métallisé. Je peux éventuellement faire un clic droit, Shade Smooth, afin de lisser un petit peu ses contours. Voilà. Et enfin, la sphère, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Alors, je reviens sur le cylindre et le matériau. Donc, matériel 001, je vais l'appeler cylindre. Et la sphère, du coup, je vais l'appeler sphère. Donc là, je suis en train de renommer les matériaux. La sphère, on va mettre une sphère un peu jaune, comme ceci. On va diminuer son spécular, augmenter son roughness. Et on peut laisser comme ça. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux très bien sélectionner un matériau, donc par exemple mon cylindre, et lui appliquer n'importe quel autre matériau que j'ai créé dans Blender. Si je clique sur ce menu, j'ai accès aux différents matériaux, et si je lui applique par exemple le matériau de ma sphère, il reprend exactement les mêmes propriétés. Et si je modifie un paramètre du matériau sphère, donc par exemple la couleur, ça sera appliqué sur tous les matériaux qui possèdent le matériau sphère. Donc ça, pour plus de simplicité, j'aurais pu le renommer par exemple en magenta underscore mat. Voilà. Donc tous les objets de ma scène qui auront le matériau magenta mat hériteront de ces propriétés. Bien, écoutez, maintenant que nous avons les bases de Blender, je vous propose un petit exercice pratique et ludique. On va créer une scène qui contiendra une rampe. On va lâcher une petite balle sur cette rampe qui viendra taper et faire tomber des dominos. Alors pour cela, j'ouvre un nouveau fichier, je vais appuyer sur A pour tout sélectionner dans ma scène et je vais appuyer sur supprimer. Ça revient exactement comme si j'avais sélectionné la caméra, supprimée, le cube, supprimé et la lampe, supprimée. C'est juste un petit raccourci. Donc A, je sélectionne tout et si je veux annuler, je fais AA, ça me désélectionne tout. Donc A, supprimer. Shift A, Mesh, plane, je viens créer un sol que je vais agrandir en faisant un SY sur l'axe Y. Donc voilà, j'ai mon sol. Et maintenant, on va créer une petite balle. Donc Shift A, Mesh, UV Sphère, G, Z. Voilà, je vais faire un GY également pour le mettre à ce niveau-là. Très bien. Maintenant, si je viens mettre ça en haut afin d'avoir accès à mon menu du bas, là en fait, j'ai ma timeline. Si j'appuie sur lecture, je vais lancer toutes les animations de ma scène. Donc play. Et là, il ne se passe rien. C'est normal puisque je n'ai aucune animation, je n'ai pas d'interaction. Et Blender ne peut pas deviner
que cette balle doit tomber. Alors on va l'indiquer, je sélectionne ma sphère et je vais me rendre dans ses propriétés de physique. Physics Properties, je viens indiquer que ce mesh c'est un rigid body. Donc là je viens lui appliquer des paramètres physiques, une masse, etc. Je vais dézoomer un petit peu et si je clique sur play, j'ai bien ma balle qui tombe. Donc là, dans mon animation, je suis à la frame 55, donc à l'image 55. Je reviens à l'image 0. Et on va modifier maintenant notre sol pour le rendre physique également. Pour dire à Blender que si jamais il y a un objet qui touche le sol, il faut que le sol l'arrête. Donc pour cela, je sélectionne mon objet, je vais dans Physics Properties et je vais indiquer à Blender que c'est également un rigid body. J'appuie sur Play et que se passe-t-il? J'ai ma balle et mon sol qui tombent tous les deux, ce qui est plutôt logique. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Nous, on souhaite que notre sol reste en place. Donc, je lui ai appliqué un rigid body et au lieu de le laisser sur active, je vais le passer en passive. Ça veut dire que c'est un rigid body, mais qui ne bouge pas, sur lequel, en fait, la gravité n'a pas d'incidence. En revanche, il va arrêter normalement, c'est ce qu'on va tester, tous les objets qui vont entrer en collision avec lui. Play. Et là, j'ai bien ma balle qui est arrêtée par mon sol. Je reviens à la frame 0. Et maintenant, on va construire notre rampe. Alors pour cela, je fais un Shift A, Mesh, et je viens sélectionner Cylinder. Je me mets dans la vue X pour avoir une vue de côté. Donc là, j'ai bien ma balle, j'ai mon cylindre, et j'ai mon sol qui est confondu avec l'axe Y. Donc juste pour vous montrer, si je me déplace dans la vue, voilà, j'ai bien mon sol qui est parfaitement aligné avec l'axe Y. Il n'a pas disparu. Donc, je repasse en vue X. Je vais juste placer mon cylindre n'importe où. Et maintenant, je vais passer en édition. Donc, soit en cliquant sur ce menu et en choisissant Edit Mode, soit en utilisant la touche tabulation pour alterner entre l'Object Mode et l'Edit Mode. Maintenant que je suis en mode Edit, je vais couper mon cylindre en deux en sélectionnant ses vertices. Donc, pour cela, je fais un rectangle de sélection. Je viens sélectionner ces vertices et j'appuie sur supprimer. Blender me demande ce que je souhaite supprimer, c'est bien les vertices, je supprime. Et là, si je repasse en vue perspective, eh bien j'ai supprimé uniquement les vertices que je voyais. Moi, je voulais supprimer également les vertices qui étaient derrière. Alors je fais un CTRL Z pour revenir en arrière, je me remets en vue X, et là il est important de passer en vue wireframe. Pour cela, je clique ici. Voilà. Et là, tout devient transparent. Ça veut dire que si je sélectionne exactement ce que j'ai sélectionné précédemment, je vais sélectionner également tous les vertices qui se trouvent derrière, pas uniquement ceux qui sont devant. Donc, vue X, rectangle de sélection, comme ceci. Et là, j'ai bien tous mes vertices qui sont sélectionnés, supprimés. Je supprime les vertices. Je repasse en vue solide. Et j'ai bien mon cylindre qui a été coupé en deux. Si je repasse en Object Mode, voilà le résultat. Alors je repasse en mode édition. Je vais tout sélectionner, ou plutôt ça je vais le faire en mode objet. Comme ça je vais conserver le point d'origine. Donc mode objet, j'appuie sur R, je viens faire une rotation autour de l'axe X en appuyant sur X. Donc là, je viens mettre ma rampe comme ceci. Voilà, je me remets en vue X. Donc je vais déplacer ma rampe ici. Voilà. J'appuie sur la touche tabulation pour revenir en mode édition. Je me remets en wireframe afin de sélectionner les points qui sont situés derrière également. Et je viens sélectionner ces points. Et là, je vais faire ce qu'on appelle une extrusion en appuyant sur E. En appuyant sur E, j'ai des points qui se créent et que je peux déplacer. Donc, je vais les mettre ici. Je vais dézoomer un peu, je me déplace dans ma vue. J'appuie à nouveau sur E. Je crée d'autres points. Ces points-là, comme ils sont sélectionnés, je vais appuyer sur R et venir faire une rotation, comme ceci. Alors, si je repasse en vue perspective pour vous montrer ce que je suis en train de faire, et en vue solide, voilà, je suis tout simplement en train de créer une rampe.
Donc je reviens en vue X, je me remets en wireframe et je continue comme ceci à extruder mes vertices, à les retourner. Je peux appuyer sur G également pour les déplacer si jamais je souhaite créer des petits ajustements. Je peux également appuyer sur S pour augmenter le scale. Donc là pareil, pour vous montrer concrètement ce que ça fait, je repasse en perspective. En appuyant sur S, je peux augmenter la distance entre les points. Donc je repasse en X, E, R, G, et un petit S, voilà. Très bien, je repasse en vue solide, je quitte le mode édition en appuyant sur tabulation, et voilà ma rampe qui est créée. Je repasse en vue X, je vais déplacer ma rampe sur l'axe Y, ma balle, je vais l'amener ici, je repasse en perspective, je pense que ma balle, elle est peut-être un peu trop grosse par rapport à la sortie de la rampe. Donc là, je vais sélectionner ma rampe, je vais faire un S et je vais augmenter son scale. Voilà, ça me paraît mieux. Je peux augmenter uniquement également sur l'axe X, donc S, X. Et j'élargis un petit peu la rampe, voilà. La balle, du coup, je peux la positionner un peu plus à ce niveau-là. Très bien. Et si j'appuie sur Play, normalement, ma balle traverse ma rampe, puisque je n'ai pas indiqué à Blender que ma rampe, c'est aussi un objet physique. Donc, même procédé, je sélectionne ma rampe. Dans les Physics Properties, je dis que c'est un Rigid Body, et c'est un Rigid Body qui doit rester en place, donc passive. Si j'appuie sur Play, on a bien un contact. En revanche, la balle ne suit pas du tout la géométrie de la rampe. Pour quelle raison? Puisque Blender a simplifié le système de collision. Donc pour faire en sorte que la collision épouse bien la forme de la rampe, je vais aller dans Collision, Shape, et au lieu de Convex Hull, je vais sélectionner Mesh. Donc là, la collision va prendre la forme de mon mesh. Je reviens au début. Blender va relancer le calcul lorsque je vais appuyer sur Play. Et là, j'ai bien ma balle qui suit ma rampe, qui glisse sur le sol et ensuite qui tombe dans le vide. Très bien, eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à s'amuser à créer des dominos maintenant. Et pour cela, rien de plus simple. Shift A, Mesh, Cube. Je me mets sur l'axe X, en vue X, pour mettre mon cube cette fois-ci juste au-dessus du plane. Voilà, j'hésite pas à zoomer. J'ai Z pour le mettre. Non pas en contact avec le sol, puisque je risque d'avoir des problèmes au moment où je vais lancer l'animation, mais juste au-dessus. Comme ça, lorsque je lance l'animation, il va juste se poser sur le sol et il va rester en place. Si jamais il est en contact avec le sol ou s'il est directement dans le sol, Blender ne saura pas en fait si le cube se trouve au-dessus, en dessous ou s'il est fusionné avec le sol, et on risque d'avoir des petits soucis. Donc là, je vais modifier l'aspect de ce cube pour qu'il ressemble plus à un domino. Donc tout simplement en agissant sur son échelle, donc S, Y dans un premier temps, je vais le rendre moins épais. Et enfin, SZ, je vais le rendre un peu plus grand. Donc là, ça l'a décalé vers le bas. Je repasse en vue X, GZ, je le ramène juste sur mon sol, GZ, voilà. Je vais lui appliquer également un Rigid Body, et lui, il doit tomber. Donc je vais le laisser sur Active. Et au moment où je vais lancer l'animation, il va tomber directement sur le sol. Donc on va tester ça. Voilà, j'appuie sur pause. Donc là, j'ai bien, normalement, si je passe en vue X, mon domino qui est quasiment en contact avec
mon sol. Alors d'ailleurs, il le traverse un tout petit peu. On va voir si ça change quelque chose au contact de la balle. Je poursuis l'animation. Ok, c'est pas bien grave. On constate en fait qu'au moment où il touche le sol, on a l'impression qu'il traverse un peu le sol, mais ça ne modifie pas les propriétés physiques. Si jamais vous rencontrez un souci, n'hésitez pas à surélever encore un petit peu le domino. Mais dans notre cas, si vous avez quelque chose qui ressemble à ceci, on peut se permettre de laisser comme ça. Très bien. Alors maintenant que l'on a un domino qui fonctionne, eh bien on va pouvoir le dupliquer afin de créer un petit chemin. Pour cela, je me mets sur la vue Z. Cette fois-ci, je vais sélectionner mon domino. Et pour le dupliquer, je vais utiliser le raccourci Shift D. Quand j'appuie sur Shift D, j'ai un domino qui est copié et je vais le placer là où je le souhaite. Donc là, comme je suis sur la vue Z, je peux déplacer mon domino uniquement sur l'axe X et Y, donc aucun risque pour que mon domino soit déplacé sur la hauteur. Il va vraiment rester sur le même plan horizontal. Donc je retourne sur l'axe Z et je viens dupliquer d'autres dominos. Voilà, on peut même s'amuser à créer plusieurs chemins. Là, vous faites vraiment ce que vous voulez. Laissez libre cours à votre imagination. Là, pour ma part, je ne suis pas vraiment inspiré. Je fais un petit peu ce qui me vient en tête. Et ce n'est pas très original pour le coup. Mais ce n'est pas grave, l'essentiel, c'est que vous ayez compris le principe. D'ailleurs, je pense que je les ai peut-être un peu trop rapprochés. Je vais sélectionner mon plane, je fais un S et je vais l'agrandir, surtout sur SX. Voilà, comme ceci. Et maintenant, moment de vérité, on va lancer l'animation. Et on a nos dominos qui tombent les uns à la suite des autres. Allez, pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, ce que je vous propose, c'est d'appliquer quelques matériaux à cette scène. Donc, je vais sélectionner ma rampe, je passe dans Shading, je reviens en Solid, New, on va appliquer une couleur un peu bleue. Bon là du coup ça se voit pas puisque je suis en solide, et si je passe en vue de rendu, on va se rendre également dans les Render Properties avant, on va laisser sur Eevee. On va faire un Shift A, Mesh, et on va créer, non pas dans Mesh plutôt, mais dans Light. On va créer un Sun, GZ, on va mettre son orientation dans ce sens-là. Voilà, très bien. Je reviens sur ma rampe, je lui ai appliqué ce matériau un peu bleu cyan. Je sélectionne ma balle, on va faire une balle rouge. Voilà. Et enfin, on va sélectionner un domino. Alors je peux très bien revenir sur Layout, me remettre au début. Dans le Layout, je peux également me mettre en vue de rendu pour avoir les couleurs. Voilà, donc dans le Layout, j'ai accès à ma timeline. Je peux revenir au début afin d'avoir les dominos qui soient debout. Ok, maintenant que ça c'est fait, je repasse en Shading. J'ai mon domino qui est sélectionné. Je vais lui appliquer une texture. À partir sur du orange par exemple. Celui-là, on va lui appliquer également une nouvelle texture. Du bleu. Celui-là, une nouvelle texture. Du jaune. Celui-là, une nouvelle texture également. Pourquoi pas du rose. Alors, je n'ai pas de vert, on va appliquer du vert. Je n'ai pas du rouge non plus. Et on va appliquer aussi du noir. Alors, le noir, c'est ici. Et on va appliquer également du blanc.
Alors moi j'aime bien modifier légèrement la teinte pour que ça soit pas totalement blanc. Après libre à vous de faire ce que bon vous semble. Alors je me remets en vue de dessus. Je vais sélectionner mes dominos. Donc là en sélectionnant mes dominos, j'ai sélectionné aussi mon sol. Je fais un Shift et je clique sur le sol pour le désélectionner. Je clique sur Supr pour supprimer uniquement les dominos. Et maintenant je vais réajuster un petit peu tout ça en faisant un G à chaque fois afin de les déplacer. Voilà, je vais juste les éloigner un peu plus. Voilà, très bien. Et ensuite, en sélectionnant un domino, Shift D, un autre, Shift D, et un autre, Shift D, je peux les placer où je le souhaite. Et rien ne m'empêche également de changer la direction en faisant un Shift D, en positionnant un domino ici, en appuyant sur R et en modifiant son orientation. Je le repositionne, je prends celui-là, Shift D, ici, j'appuie sur R, je le positionne, je fais un G. Donc voilà, la manipulation est relativement simple. Alors du coup, je pense que je vais mettre le reste en accéléré. N'hésitez pas à vous entraîner de votre côté à placer différents dominos dans tous les sens. Et on se retrouve juste après pour le résultat final. Ok, très bien, donc comme convenu, j'ai fait quelque chose qui ne ressemble à pas grand chose, mais qui j'espère fonctionnera quand même. Je vais me mettre sous cet angle-là, je repasse en layout pour avoir accès à ma timeline, et on va voir ce que ça donne si j'appuie sur play. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un domino ici qui a décidé de se barrer. Ah ouais, ok. Donc là, le souci, en fait, c'est que j'ai fait une duplication à un moment donné de dominos. Et j'ai plusieurs dominos qui se sont superposés à cet endroit-là. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, lorsque l'on a des objets qui sont fusionnés, qui sont les uns dans les autres, et qui ont des propriétés physiques, eh bien, on se trouve avec des bugs. Donc là, j'ai identifié les 4 dominos qui posent problème, je les supprime. Donc là, je vois que j'avais bien des dominos qui étaient en double. Et si j'appuie sur play, c'est beaucoup mieux. Et est-ce que tous les dominos tombent? Et oui, c'est une réussite. Là, l'animation va recommencer en boucle. Pour quelle raison? Puisque elle va atteindre les 250 frames. Et effectivement, j'ai une animation qui commence à la frame 1 pour se terminer à la frame 250. Si jamais vous avez fait un parcours qui est beaucoup plus long et qui dure beaucoup plus longtemps, n'hésitez pas à augmenter le nombre de frames de fin. Si je le passe à 500 par exemple, entrée, j'ai ma timeline, voilà, en dépliant cet ascenseur, qui ira jusqu'à 500 frames. Donc je relance l'animation, play. Donc j'ai les dominos qui tombent, et ça continue après 250 pour arriver jusqu'à 500. Et à 500, ça va revenir à la frame numéro 1.
Donc voilà pour ce petit exercice. J'espère que c'était assez ludique et que ça vous a permis de mettre en pratique les quelques notions que nous avons vues jusqu'à présent. Ça y est, nous sommes arrivés à la fin de ce tuto. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de comprendre que Blender n'est pas si compliqué et que pourtant c'est une véritable pépite dans le monde de la 3D. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais continuer à publier des tutos qui seront cette fois un peu plus avancés sur Blender et je mettrai également dans la description quelques ressources pour que vous puissiez continuer votre apprentissage. Merci encore d'avoir suivi ce tuto, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.